Étienne, on va regarder. Tu as tes diapos Oui, je les ai, c'est bon, je vais la partager à l'écran. tu veux partager ton écran et puis nous faire un commentaire. Donc, Étienne Joguet est chirurgien vasculaire à Caen. Et il a suivi le DU. Il est venu travailler, bien sûr, avec Eric Haller. Et c'est Eric qui a suggéré cette étude extrêmement complexe, extrêmement difficile, et qui est rare dans la littérature. C'est analyser les échecs. On a publié, bien sûr, un article récent et assez unique dans le journal européen des médecines vasculaires, de chirurgie vasculaire, pardon, qui rapportait nos cas et nos succès, et bien sûr qui comptabilisait un certain nombre d'échecs. Et Eric a voulu, avec son esprit de recherche habituel, essayer de comprendre pourquoi et comment, et est-ce qu'on pouvait prévoir et prévenir les échecs. Et ça avait été l'objet du travail d'Étienne, dont il va nous montrer un peu le début. Voilà, le début est non, et qui est largement en route, et qui est largement avancé. Et en tout cas, c'est là encore un travail, c'est une première mondiale. Hein, personne n'avait fait ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà, vas-y, Étienne. Je vous remercie. Donc, oui, je confirme bien que c'est un travail préliminaire parce qu'effectivement, l'analyse est pas simple. Donc, c'est bien une étude qui porte uniquement sur les études des échecs de la chirurgie. Donc, bien sûr, il y a évidemment c'est une sélection de malades dans le but de comprendre les facteurs anatomiques qui ont conduit à un échec pour établir des voies d'amélioration de la prise en charge. Enfin, les malades ont été recueillis en fait sur une analyse rétrospective sur les malades pris en charge au centre de 2016 à 2021. Et cette étude a pu être faite sur une analyse des patients qui ont eu bien sûr un cavernoscanner avant leur intervention, et y compris un cavernoscanner après l'intervention en cas d'échec, c'est-à-dire avec un EHS inférieur à 3 ou supérieur à 3, mais avec des érections instables. Et dans la méthodologie de cette étude, on l'a bâtie en se disant qu'on allait faire une double lecture des clichés de cavernoscanner pour avoir une plus grande fiabilité, bien sûr, de l'interprétation, et en classant les différents types de fuites pour rechercher des facteurs prédictifs de mauvais résultats. Alors les cavernoscanners, ils ont été lus sur les coupes natives aux 3 temps, la phase de remplissage, la phase de remplissage complet et la phase de vidange, et sur l'analyse globale en 3 dimensions. Mais l'analyse des coupes natives est vraiment primordiale pour comprendre les mécanismes. Les critères qu'on a choisis donc, pour le cavernoscanner à la phase de remplissage, globalement, c'était de rechercher les fuites superficielles droite-gauche, profonde droite-gauche. C'est un remplissage très faible, donc on ne peut pas juger des fuites complètes. Au remplissage complet à 80 cc, c'est là que l'analyse est la plus diversifiée, j'ai envie de dire, avec des fuites superficielles droite-gauche, leur localisation, en avant, en arrière du cordon spermatique, les fuites profondes, unies, bilatérales, les fuites du corps spongieux, essayer de les quantifier également, les fuites vers le gland et les fuites du fond des corps caverneux, de type 1, donc à l'aplomb de la symphyse, ou de type 2 à la pointe. Et puis, il y a la phase de vidange, où là, on s'est surtout intéressé à la présence de contraste dans la vessie et à son épaisseur, qui est en fait le reflet du débit de la fuite, avec un drainage, enfin une excrétion du produit de contraste dans les voies urinaires, et qui traduit le débit finalement de la fuite. Et puis, on a analysé la même chose, mais avec le cavernoscanner post-opératoire, avec les mêmes critères, en y associant à la phase complète, de savoir si les fuites ont été majorées, diminuées ou ont disparu, et s'il y a des nouvelles fuites qui sont apparues. Alors la difficulté, c'est quand on est confronté à un cavernoscanner, là sur une analyse en 3 dimensions, eh bien là, sur cette image, on voit très bien des fuites superficielles. Sur cette coupe, sur cet autre angle de vue, on voit des fuites. La difficulté, c'est à la fois sur ces fuites qui sont un peu diffuses, de les catégoriser, de bien les définir sans se perdre non plus dans de la classification, parce que toute cette variété de trajets veineux, il faut à la fois synthétiser, mais en même temps être assez exhaustif pour comprendre les mécanismes, et c'est ça qui rend difficile le travail.
avec typiquement ce patient avant chirurgie qui présente des fuites superficielles qu'on voit bien ici sur le trajet vers le réseau saphène et des fuites profondes par le plexus de Santorini. Et après une chirurgie qui, en l'occurrence, là, n'a pas fonctionné normalement, on voit en fait un développement plus ou moins anarchique d'un réseau superficiel qui se majore vers le côté droit et puis un réseau qui devient un peu aberrant avec des drainages différents. Et donc, la série a pu porter sur 33 patients qui ont eu vraiment le cavernoscanner avant et après. Il y a eu un petit peu plus de patients, notamment 3 ou 4 patients qui ont eu un cavernoscanner de contrôle, mais qui étaient plutôt à la phase initiale des prises en charge pour contrôler le résultat de la chirurgie. Mais vraiment 33 patients qui ont été analysés. L'âge moyen de ces patients était de 46 ans, ça allait de 19 ans à 66 ans. Les dysfonctions érectiles primaires et secondaires se répartissaient un petit peu de la même manière, hein, avec globalement un EHS préopératoire pour ces patients qui étaient à 2,22 et en post-opératoire à 2,86. 13 malades étaient concernés par une dysfonction érectile avec un EHS inférieur à 3 et 20 avaient un EHS supérieur ou égal à 3 mais avec des érections instables. La classification des fuites a été faite comme je vous l'ai indiqué et on a également repris le score Virag-Epol habituel avec des fuites mixtes, superficielles et profondes qui étaient, je n'ai plus mon tableau exactement sous les yeux, de 10. Les superficielles en fait étaient relativement fréquentes et comme je vous le mets ici, donc là j'ai vraiment fait moi ma première lecture. J'ai évidemment pas l'expérience du docteur Virag, Allaire sur l'analyse de ces cavernoscanners. Et donc, bien sûr, la deuxième lecture doit être effectuée pour bien sûr corriger le tir, j'ai envie de dire. Mais moi, ce qui m'a semblé dans cette première analyse, c'est que les fuites superficielles me semblaient jouer un rôle important. Elles étaient très fréquentes avant l'intervention et elles semblaient très fréquentes après intervention également, avec parfois un développement anarchique d'un réseau de drainage. Voilà. Donc la deuxième et le deuxième élément qui semble important aussi, c'est le drainage par les voies excrétrices, où on analyse à la phase de vidange la quantité de contraste présent dans la vessie. Donc, comme je l'ai dit, c'est bien sûr le reflet de l'importance de la fuite. Et 24 patients présenteraient du contraste dans la vessie contre 19 en post-opératoire, avec une épaisseur moyenne de contraste qui avait baissé. Je n'ai pas d'analyse pour savoir si c'est significatif ou pas, mais on se rend compte malgré tout, ce qui est logique, c'est que le traitement des fuites veineuses a quand même permis de réduire le débit et de réduire la quantité de contraste en post-opératoire dans la vessie. Donc, il est difficile pour le moment, j'ai d'autres données, j'ai beaucoup de données. On a essayé de travailler pour calculer, de voir s'il y avait des éléments qui ressortaient. Je ne voulais pas en tirer de conclusions hâtives aujourd'hui et pas présenter des choses qui n'étaient pas forcément très pertinentes, mais le travail est bien sûr toujours en cours et dont les résultats sont très attendus pour faire progresser la chirurgie. Et effectivement, c'est inédit parce qu'on ne retrouve pas dans la littérature d'études qui permettent de comparer de façon précise des cavernoscanners avant et après intervention. Et en ça, c'est vraiment un travail original. Je vous remercie de votre attention. J'espère qu'on aura l'occasion de présenter les résultats ultérieurement quand le travail sera peaufiné, on va dire. Voilà. Merci Étienne pour ton travail. C'est un vrai travail de Romain, il faut le dire. Et j'ai beaucoup de reconnaissance et d'admiration pour Étienne qui s'est plongé là-dedans et qui a, avec beaucoup d'enthousiasme et de ténacité, a appris à maîtriser le cavernoscanner. Donc effectivement, les secondes lectures sont déjà bien avancées. Ça va nous donner énormément d'informations et ça va nourrir nos éternelles discussions de staff. Qu'est-ce qu'on fait pour ce malade, à quoi on l'expose. C'est vrai que, si vous êtes d'accord, nous sommes un petit peu moins complets dans l'intervention que nous l'avons été à une époque. Est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on a tort? Enfin, ça va nous donner beaucoup d'informations. Ronald? Est-ce qu'il y a des questions sur un sujet qui est extrêmement complexe, bien sûr, discuter? Je ne sais pas si Christophe Bonin est encore là, et qui
avec qui on a des discussions sur le sujet. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que puisque vous avez tous les dossiers, qu'il y en a 33, si j'ai bien compris, donc c'est 33 patients dont les résultats ont été insatisfaisants. On est bien d'accord. On a, juste sur ce point, il y a quelques patients, on va les chiffrer, qui ont régressé. C'est quand même important de savoir, y compris dans l'information préopératoire. On a des patients qui restaient sous le seuil des 3, mais vraiment en permanence. Et puis, il y a les fameux instables qui, sur le plan fonctionnel, ne sont pas heureux. Et l'autre question que je posais, est-ce que vous avez comparé, ou vous envisagez de comparer, peut-être dans un travail autre, les données hémodynamiques de l'écho-Doppler? Voilà. Étienne, vas-y, je t'en prie. Étienne. Oui, bien sûr, ça sera très intéressant de corréler les données de ces malades-là. Mais c'est vrai que dans ce travail préliminaire, d'essayer de comprendre où a pu se situer le problème qui a conduit à un échec sur le plan technique, c'est vrai que c'est pas évident de bien de rester simple dans l'analyse, mais en même temps exhaustif pour comprendre les choses. Et c'est là que toute la difficulté se situe, quoi. Je crois que votre travail est fondamental. Il vient en deuxième, mais en suivi naturel du premier travail qui a été une revisite de cette chirurgie qui avait été rejetée méchamment en particulier par les Américains. Mais heureusement qu'on a changé de paradigme et que le sud-est asiatique est venu à notre secours. Et ça va être intéressant de comparer, à mon avis, les données jusqu'au boutiste des Chinois de Formose, qui enlèvent tout et qui font des strippings comme on les faisait aux veines jambières autrefois, et puis une approche plus structurée, je vais dire, plus hémodynamique aussi. Donc on attend beaucoup des résultats à venir. Merci Étienne. Bravo encore. Merci beaucoup à vous. Ouais. Est-ce qu'il y aurait des commentaires? Oui, puisque Ronald, tu m'as cité, je voulais simplement, je suis toujours un petit peu gêné avec la sémantique utilisée. L'assimilation d'une voie de drainage à une fuite. La fuite se situe au niveau de l'albuginée. La voie de drainage illustre la fuite, mais ça n'est pas une fuite en elle-même. Je fais une analogie avec les varices. Si on trouve une tributaire incontinente, on ne sait pas d'où vient la fuite. Un reflux tronculaire saphénien, ça peut être une tributaire périnéale, enfin bon, je rentre dans les une incontinence terminale, voilà. C'est juste, je voulais poser le problème de la sémantique. Quand on voit une voie de drainage, c'est pas une fuite en elle-même, c'est juste la conséquence de la fuite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, Éric, tu pourras commenter. Moi, on se plaint. Alors d'abord, il est très difficile de répondre puisque on n'a pas. Je suis en train de préparer justement ce numéro spécial que nous a commandé très gentiment Albert-Claude Benamou pour la revue Phlébologie sur l'insuffisance de maintien. Et il y aura. Je travaille sur l'article, c'est que veut dire une insuffisance de maintien de l'érection. Donc, ça va être un essai de réponse à ta question, qui est sémantique. Aujourd'hui, on considère les recommandations, les données de la Société internationale de médecine sexuelle, de l'EAU, qui sont les deux grands, et de la Société américaine d'urologie, qui sont les trois grands donneurs d'ordre, si j'ose dire l'expression, c'est de parler d'insuffisance caverno-tissulaire. Alors, pourquoi? Parce que le paradigme, c'est le NO. On ne parle plus de l'hémodynamique ni de la morphologie.
ce que j'ai bien aimé dans les Formosans, c'est qu'ils ont repris des études antérieures, d'ailleurs, qui ont été faites par des Européens, en particulier un Roumain qui s'appelait Todoriu il y a 50 ans, c'est que l'organe érectile, c'est un tout, et que si on ne considère pas l'hémodynamique, qui est fondée d'ailleurs sur 2 lois françaises, la loi de Pascal et la loi de Poiseuille, on ne comprend rien à l'érection. Si on se cantonne à ce que font les Américains actuellement, c'est de dire tout est dans la cellule, on ne traitera jamais les malades, puisqu'on sait que 50 à 70% de ces malades ne répondent pas à l'action pharmacologique pure. Donc, je réponds par le biais à ta question. Je crois qu'on est parti d'un principe de dire, comme on n'a pas de modèle animal, on va essayer d'en créer un modèle physiologique ou physiopathologique humain qui a été possible grâce aux tests pharmacologiques. Donc, on est parti du principe qu'un patient qui répondait à 100% érection complète avec une médication vasoactive pluriactive et non pas l'alprostadil seul, était un malade qui n'avait pas de fuite. Voilà. C'est une pétition de principe, elle n'est pas forcément vraie, mais au moins elle permet d'étudier des patients. Et derrière ça, il y a le développement qu'a fait Hélène en particulier de l'échographie autour de ça, de montrer par où ça fuit. Après, pourquoi ça fuit? Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur qui peut faire fuir, c'est l'angoisse de performance. Bon, mais cette angoisse de performance, elle est annihilée par l'injection intracaverneuse. Dans tous les cas, quand on fait un test plurimédicamenteux. Donc ça, c'est le premier point. Donc après, quand on a éliminé ça, quand on a éliminé par le PNOR qu'il n'y a pas de dysfonction endothéliale et que ça fuit quand même, moi je suis désolé, c'est que c'est probablement quand même une voie de drainage soit anormale, soit qui s'est mise en place à l'occasion de la durée des érections, à l'occasion, on dit bien que la maladie de la péronie vient par des microtraumatismes, là, parce que l'albuginée fonctionne moins bien, donc la compression se fait moins bonne. Il y a plusieurs facteurs possibles. À partir de là, notre philosophie, c'est de dire, si je supprime des fuites, je vais améliorer les érections. Voilà. Mais te dire, donc la sémantique, elle est fuite caverno-veineuse, oui. Comment? Eh bien, on essaye de trouver pourquoi. Et en fonction du pourquoi, on fait ou non de la chirurgie vasculaire, on fait des injections, on fait du PRP, on fait des implants. Et je crois qu'on a couvert les possibilités thérapeutiques pour ces patients. Et je crois que ça, c'est le plus important. Bon, mon propos, ce n'était pas de remettre en cause l'existence non, mais j'ai bien compris. Mais de la science de drainage. C'était notre philosophie. Oui, c'était juste de dire que ce qu'on voit, c'est un drainage, ce n'est pas une fuite. Juste ça. Quand on fait un cavernoscanner, quelle que soit la voie de drainage, on voit un drainage. On ne voit pas l'origine de ce drainage. L'origine, il est. Enfin, je fais pas. L'origine, il est au niveau de la veine émissaire, des multiples veines émissaires que l'on voit bien d'ailleurs en échodoppler, hein, ces veines émissaires qui sont bien visibles, ou au niveau du réseau veineux coronal. Enfin, voilà, le problème, c'est juste un problème de sémantique. C'est juste ce que je voulais exprimer. Sur un plan microscopique ou intérieur au corps caverneux et physiopathologique, et je te suis là-dessus. Mais il y a des choses certaines. Il y a un autre travail, Léo n'est pas là, mais on le présentera, qu'on fait, c'est les fuites veineuses superficielles isolées qu'on pense un peu être des équivalents des retours veineux pulmonaires anormaux
qui drainaient anormalement et qu'on supprimait et qui guérissaient le malade. On a l'ambition d'avoir ça. Alors c'est un peu plus compliqué, mais je pense qu'il y a des anomalies macroscopiques, des drainages anormaux qui conduisent ces fuites là où elles ne devraient pas aller. Voilà. Si je peux me permettre juste 2 secondes, mais c'est vrai que sur les cavernoscaners de contrôle des malades qui ont un très bon résultat avec un EHS à 4, on n'a pas pour autant de drainage et on peut avoir une absence complète d'opacification du réseau veineux, malgré tout. Donc ça... Il y a un problème de langage et qui est toujours important, hein, bien sûr. Le langage tu as tout à fait... la question que tu poses est une question très, très importante. Je crois que c'est vraiment ce terme de fuite recouvre le résultat d'une stimulation pharmacologique et d'une non-continence des corps caverneux. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas les voir au-delà de ça, mais c'est en même temps extrêmement important d'avoir une idée extrêmement simple d'un problème, d'autant que le problème est très complexe. Donc le problème simple, ce sont ce que nous appelons ces fuites. On pourrait l'appeler voie de drainage anormale. Hein, il n'y a pas de problème en disant que où est-ce que le robinet fuit, c'est pas le tuyau, c'est pas dans la bassine en dessous, c'est à l'endroit du robinet. On est d'accord là-dessus. Mais d'un point de vue pragmatique, je crois qu'il y a plusieurs choses importantes. L'une, c'est dans l'échographie Doppler, l'analyse de la topographie de ces fuites, toutes ces voies de drainage. Et je trouve que c'est vraiment l'apport d'Hélène que d'avoir enrichi cette analyse de l'hémodynamique pénienne dans cette situation. On ne peut plus se contenter de la vitesse télédiastolique parce qu'il n'y a pas de corrélation exacte entre les voies de drainage anormales ou les fuites d'une part et la valeur télédiastolique d'autre part. Donc ça, c'est vraiment un changement de paradigme d'analyse de cette maladie grâce à l'échographie Doppler. Donc ça c'est un point très important. Le deuxième point important est un point de thérapeutique, c'est-à-dire qu'en effet, actuellement, nous nous adressons d'un point de vue pratique à ces voies de drainage ou à ces fuites. Peut-être que dans quelques années, nous pourrons enrichir cette analyse d'une analyse tissulaire dont tu parles et que nous souhaitons tous, qui est de connaître la relation entre cette voie qui fuit et son origine ou ses origines sur l'albuginée. Je ne sais pas si, Hélène, toi qui as lancé tout ça quand même, c'est de ta faute si on parle de tout ça. Non, mais moi je suis tout à fait d'accord. Simplement, bon, on l'a appelé fuite par simplification, par idée de simplification, on peut l'appeler voie de drainage anormale. Bon, mais le problème à l'heure actuelle, c'est que l'on ne sait faire que ça. C'est ça que tu mets. Oui. Et que donc on fait ce qu'on sait faire et que ça donne quand même d'assez bons résultats. Je crois qu'on va passer. En tout cas, Christophe, je te remercie d'avoir animé la discussion et mettre ce point-là, parce qu'il aura encore lieu souvent. Et je pense qu'on aura des réponses importantes dans cet article, dans cette revue, où on va vraiment passer en revue l'ensemble des mécanismes potentiels.